Alors cette découverte d'une tombe d'époque étrusque à Aléria est exceptionnelle, non pas par la présence de cette tombe, mais par le fait que ça faisait plus de 40 ans qu'on n'avait pas fouillé une tombe de ce type-là dans l'entourage d'Aléria. Elle est exceptionnellement bien conservée et surtout, comme on se trouve dans le cadre de l'archéologie préventive, des moyens importants ont été mis en œuvre pour permettre une fouille au maximum de nos connaissances scientifiques. Alors nous sommes restés pratiquement 9 mois et demi sur ce terrain, puisqu'en fait on était parti pour fouiller une soixantaine de tombes d'époque romaine, et donc on a fouillé en fait plus de 130 tombes donc, qui s'échelonnent entre le 3e siècle après Jésus-Christ jusqu'à donc, la tombe étrusque donc, qui sera vers le 4e siècle avant. Donc cette tombe, c'est la dernière? Cette tombe, c'est la dernière, voilà. De toute façon, c'était la plus enfouie et elle était recouverte par d'autres tombes d'époque romaine. Et donc, en plus, pour la dégager, nous avons réussi à dégager seulement dans les 15 derniers jours. En fait, on l'avait repéré il y a un moment déjà, parce qu'on avait repéré l'escalier et le couloir d'accès de cette chambre, sans savoir où était la chambre et sans savoir quelle était la longueur du couloir. Donc, on avait émis toutes les hypothèses possibles en se basant sur les découvertes de Jean Géas dans les années 60. Et donc il y a des couloirs qui sont connus à Casabianda faisant 10 mètres de long, 5 mètres de long, 3 mètres de long. Et donc là, à chaque fois qu'on a progressé sur la fouille, qu'on allongeait le couloir, on se disait bon, la tombe elle va être ensevelie à 2,50 m de profondeur, 3,50 m de profondeur. Voilà. Donc, mais finalement, on a réussi à déterminer l'emprise de la chambre seulement il y a 15 jours. Donc cette tombe, comme vous le voyez, donc, on a de manière circulaire disposé des skyphos et puis toute une série donc, de vases céramiques et ainsi que des objets en bronze que vous voyez à l'autre extrémité, qui sont peut-être soit des miroirs en bronze, soit des éléments d'un coffret. Et l'individu est ensuite entreposé au milieu de la chambre. Et à la fermeture, on a également déposé ce qui a l'air d'être des écuelles, mais on ne les a pas encore bien dégagées. Vous voyez, juste sur le seuil, en fait, vous voyez, on aperçoit une céramique. Là, vous avez le crâne du défunt. Il faut imaginer qu'en fait, il a la tête qui repose sur le côté gauche. Et là, vous voyez, vous apercevez son bras droit. Voilà, donc il repose sur le côté. Vous avez son bassin qu'on distingue très légèrement au niveau de la cruche. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt, si je vous mets mon doigt. Voilà, hop, tac, là, il y a juste là, vous avez le bassin du sujet, en fait. Pour l'instant, est-ce qu'il est possible de déterminer le sexe ou le rang social de cette personne? On le saura probablement dans 2 semaines, une fois qu'on aura totalement fouillé le squelette et qu'elle aura pu faire les premières observations. Pour ce qui est du statut social, je serai encore plus prudent. Je dirais que c'est qu'une fois qu'on aura analysé le cortège des dépôts qui accompagnent le défunt, et puis de l'avoir mis en rapport avec ce qui était connu par ailleurs de Jean Géas, qu'on pourra savoir si elle se trouve plutôt dans les tombes, on va dire entre guillemets riches, mais alors attention, tombe riche n'est pas égale à tombe de riche, parce qu'il y a des biens immatériels qui peuvent être de haut prix, qui est totalement disparu. Donc voilà, on essayera de leur recaser, disons, dans une sorte d'échelle sociale, en sachant qu'à l'époque étrusque, comme aujourd'hui, tout le monde n'est pas prince et tout le monde n'est pas laboureur. La mission là, c'est d'essayer de maintenir ce qu'on a en place, c'est-à-dire de faire en sorte de stabiliser tout ça et de conserver en consolidant ces peintures au fur et à mesure qu'on les dégage. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de garder quand même du sédiment sur les panses, de ne pas trop dégager les vases, parce qu'eux aussi souffrent de cette alternance de bâchage-débâchage, et puis climatique aussi, l'humidité et puis la sécheresse. Donc ça, c'est assez violent. On va dire qu'on passe d'un état qui a duré très 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 longtemps, en état sol, en ferment, à un état comme ça aérien. Et ce passage-là est toujours un traumatisme en fait pour les objets. Donc les céramiques présentent ces petites problématiques, on va dire. Il y a aussi le fait qu'elles sont brisées, elles ont basculé, donc elles sont brisées en place. Et ce qu'on essaie de faire dans ces cas-là, c'est qu'on va tenter de les prélever en l'état pour garder toutes les informations terrain, c'est-à-dire toutes les connexions qu'on a repérées en place. Et non pas prendre tesson par tesson, parce que c'est une perte d'information, c'est une perte de temps aussi après dans le traitement ultérieur qui va être fait sur ces céramiques.